pour ce Zoom, mon invité est Romain Guérin, que nous allons découvrir ensemble. Bonjour Romain Guérin. Bonjour, merci pour votre invitation. Je vous en prie, la parution de ce livre s'appelle Le Journal d'Anne France, dont on va parler, date de plusieurs mois, et je vous dois la vérité, je l'avais mis de côté. Tout simplement, d'ailleurs, c'est pas parce que je ne voulais pas le lire, c'est parce que j'ai peu de temps pour lire les romans. J'imagine. Et j'ai eu tort. J'ai eu absolument tort d'attendre. Le livre est poignant, il est beau, tout simplement, et c'est pour ça que j'ai souhaité que vous soyez à mes côtés pour que nous en parlions ensemble. Alors, Romain Guérin, tout commence de manière macabre dans ce livre quand un pompier volontaire de Mâcon découvre dans une soupente le cadavre d'une vieille dame en état de décomposition avancée. Et vous ajoutez même cette phrase glaçante, la puanteur comme ultime appel au secours. Oui, j'aurais pu ajouter comme ultime lien social. Finalement, vu que aujourd'hui, malheureusement, on vit dans cette société où les anciens sont seuls chez eux, abandonnés. Ça, en fait, ça a l'air macabre, mais finalement, c'est courant. Enfin, je crois que ça doit arriver tous les jours, quoi. On se rend compte qu'on a un voisin parce que on sent l'odeur, quoi, du cadavre. Et aussi, ce que j'ai mis sur la 4e de couverture, elle finit seule parce qu'elle a voulu éviter les mouroirs que sont aujourd'hui les EHPAD ou les maisons de retraite, quoi. On va en parler. Alors, cette dame, elle a un nom, elle s'appelle Anne-France-Marie Geneviève Jeanne Razavette. Qui est Anne-France-Marie Geneviève Jeanne Razavette? Le terme un peu scientifique en littérature, ça s'appelle une prosopopée, c'est-à-dire c'est quand un concept ou une chose immatérielle prend la parole. Donc moi, je me rappelais des Platon, il avait fait un discours sur les lois, où les lois parlaient, c'était une prosopopée, et en fait, Anne France, c'est vraiment la France. Donc il faut vraiment le voir comme ça, parce que après toute son histoire, c'est-à-dire qu'elle est un enfant, ou qu'elle ait un certain caractère, ou qu'elle vive certaines choses, en fait, c'est la France qui vit à travers elle. C'est même pas un symbole, c'est vraiment la France, c'est le corps et l'esprit de la France. Alors, dans sa soupente, cette France, cette Anne-France, on découvre, à côté de ce cadavre, des cahiers, ça nous en verrons l'importance, mais aussi 2 livres essentiels à ses yeux, les évangiles usagés et une anthologie de la poésie française. Alors prenons pour l'instant le Nouveau Testament. Ce qui définit Mademoiselle Razavette, ou plutôt son histoire, c'est celle d'une femme qui est catholique et française, passée sous le rouleau compresseur du silence. Voilà. Catholique et française, toujours. Disons que vu que je m'étais donné pour mission effectivement de faire parler que la France, et de toute évidence, la France étant catholique, même si elle l'est peut-être, même sûrement de moins en moins, il était évident que mon héroïne était catholique, même si c'est pas une grenouille de bénitier et que c'est juste une personne qui a la foi, voilà, et qui a été élevée dans le catholicisme. Donc c'est comme ça qu'elle aborde la vie. Alors pour le coup, c'est vraiment une double fiction, parce qu'en fait on m'a déjà dit qu'à l'époque je l'ai écrit, je devais avoir 28 ans, de se mettre dans la peau d'une vieille dame pour un jeune garçon. Déjà sur un point de vue littéraire, c'est intéressant. Et en plus, moi je souhaite avoir la foi, mais je ne l'ai pas encore. Donc et elle l'a. Donc ça s'explique pas, elle l'a. Donc vous n'êtes pas surprise que de toute façon autour d'elle, plus personne n'a la foi. Voilà, mais elle l'a, et même après ses proches, enfin je veux dire son fils, son mari, c'est pas son mari parce qu'ils sont pas mariés, mais ils ont une approche différente, et toutes les approches des personnages sont finalement des composantes aussi de la France, parce que la France n'est pas que catholique, il y a aussi des païens, il y a aussi des gens un peu qui sont déistes ou des gens plus protestants, en fait. Donc c'est un peu l'ensemble, même si la colonne vertébrale qui est Anne France l'est en tout cas. Elle est catholique, voilà. Et son lieu, c'est la cathédrale. Voilà. Où elle se réfugie, où elle va prier. C'est son refuge. Pour le coup, ça, c'est moi aussi, et je pense que tout bon Français visite les églises, qu'il y croit ou qu'il y croit pas, comme un refuge métaphysique en tout cas, et un refuge même civilisationnel. C'est-à-dire que quand on est dans une ville et qu'on veut voir un peu de sérénité et de beau, on sait où aller, quoi. Alors je disais tout à l'heure aussi qu'à côté de ces évangiles, il y a une anthologie de la poésie française. Anne France, son époux, son fils écrivent des cahiers de poésie, baignent dans la poésie, comme un certain Romain Guérin, parce que, en fait,
vous faites, vous, de la poésie avant de faire de la prose. Oui, c'est ça. Et donc, en fait, son amour pour la poésie, effectivement, je pense que c'est aussi très français. C'est que moi, j'imagine, vous savez, on se pose la question, qu'est-ce qu'être français? Mais moi, c'est aussi aller chez un vieux bouquiniste et se dire, tiens, j'aimerais bien trouver un petit recueil de Verlaine. Et quand vous le trouvez, vous avez cette petite émotion, vous payez 2 € et vous allez sur un petit banc public, chanté par Georges Brassens sous un platane et vous découvrez des vers de Verlaine. Donc je pense que peut-être que malheureusement c'est moins le cas aujourd'hui, mais en tout cas moi j'ai été baigné comme ça parce que quand j'étais étudiant, quand j'avais pas la télé, à l'époque il n'y avait pas Internet, donc moi j'ai vécu un peu comme les hommes anciens, c'est-à-dire que je suis allé faire ma culture chez les bouquinistes. Et donc effectivement, c'est émaillé aussi de citations poétiques, parce que j'ai voulu aussi par ce livre redonner le goût, justement, parce que je me suis aperçu qu'il y a certaines personnes, malheureusement jeunes, qui n'ont même jamais entendu le mot Verlaine prononcé. C'est même pas qu'ils l'ont pas lu, parce que Les Fleurs du Mal, il y a des gens qui le connaissent, mais beaucoup l'ont pas lu non plus. Mais il y en a qui connaissent même pas Baudelaire de nom, quoi. Donc j'ai voulu prendre et mettre en travers du récit pour que ce soit cohérent, c'est pas des extraits mis comme ça, ça s'intègre au récit. Ça s'intègre. Pour donner envie, parce que en fait je pense qu'on peut apprendre à aimer la lecture pour une phrase, pour un joli vers. Enfin moi c'est ce qui s'est passé parce que mes parents sont des grands lecteurs, mais ils m'ont toujours forcé à lire et moi j'aimais pas lire, quoi. Et je crois que j'avais découvert un petit morceau de Chateaubriand, je crois, à l'époque, et ça m'avait donné envie de lire, juste parce que j'avais trouvé la phrase belle, quoi. Donc là, il y en a pas mal pour redonner le goût, en fait, de la... Toujours avec un caractère assez sombre. Regardez, l'ouvrage que vous apportez, qui est de poésie, La chorale des cadavres. Oui, qui correspond à un des carnets dont je parle dans le... après, le côté sombre, alors... Écoutez, je sais pas, c'est juste que moi, je préfère écouter le Requiem de Mozart que je sais pas, que des chansons plus gaies. Enfin, en fait, j'ai pas une... Disons que la beauté ou le sublime, c'est souvent dans des choses un peu mélancoliques, un peu... Enfin voilà, je préfère Mozart que la compagnie créole, quoi. C'est ça. D'ailleurs, la mélancolie, vous citez un des premiers poètes que vous citez dans l'ouvrage, c'est Gérard de Nerval. Vous savez que ça se termine pas forcément très bien, tout ça. Pendu à une lanterne. Après, c'est pas un de mes préférés, Gérard de Nerval, parce qu'il est un peu, pas abscon, mais bon, vu qu'il aime beaucoup la mythologie, il faut vraiment être baigné là-dedans. Moi, j'aime beaucoup Verlaine, parce que il a, avec des mots simples et sans forcément des références, il a montré qu'on peut faire un très joli un très joli poème que tout le monde comprend. Au niveau de ma poésie, je suis plus comme ça, même si La chorale des cadavres, pour revenir rapidement là-dessus, c'est un titre provocateur. Il faut bien trouver un titre, un recueil de poésie qui correspond pas à l'ensemble des poèmes, mais mes poèmes ne sont pas macabres du tout. Alors Le Pompier, lui, il vous remet à vous, dans l'ouvrage, revenons à ce journal d'Anne France, eh bien il vous remet à vous, narrateur, le journal intime d'Anne France, rédigé à l'aide des dernières forces de la vieille dame, dont la vie est quand même à nouveau celle du malheur et du désœuvrement. Est-ce que c'est ça aussi l'image de la France ? Le malheur et le désœuvrement depuis la désolation, 50 ans, 70 ans ? Oui, la désolation, quoi. Qu'est-ce qui va rester de cette période-là, en fait ? Qu'est-ce qu'on donne aux générations futures comme image ? Un chômage de masse, pour la première fois dans son histoire que des jeunes s'expatrient. Enfin, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas une seule personne qui connaît pas un cousin, l'ami d'une amie qui est partie. Avant, on disait heureux comme Dieu en France. Maintenant, on part, d'autres arrivent, et c'est pas les meilleurs. Les paysages, l'urbanisation galopante. Enfin là, j'ai traversé tout Paris parce que je viens de Nation à pied. Donc voilà, c'est sale, ça pue. Et les productions artistiques, littéraires, qu'est-ce qu'il y a ? Rien. L'architecture, rien. Je sais pas. Enfin, disons que c'était imposé par le sujet. C'est-à-dire, si je dois brosser les 70 dernières années de la France, je vois pas comment être positif sur ça. Après, à partir du moment où j'ai décidé d'écrire le livre et essayer d'injecter de la beauté, c'est ce que c'était le projet. Je veux redonner aussi un peu d'espoir en disant et tout n'est pas perdu tant qu'il y aura des gens enracinés et français, quoi. Alors, on quitte souvent la mélancolie, et par moments, on allait sous une forme d'ailleurs de romantisme ébouriffé.
Et je l'ai trouvé, par exemple, à travers l'évocation de son mari et de son fils. Je ne dis pas tout, il faut lire le livre, parce que les choses... Et ces personnages ont aussi une importance remarquable. Donc le mari, le fils qui traverse la vie comme des étoiles filantes, finalement. Vous offrez une version très romantique, très idéalisée de l'amour. Je me suis dit, mais quel âge a-t-il? Un amour que les gens d'aujourd'hui ne trouvent plus que dans les livres poussiéreux. Vous revendiquez cette vision romantique de l'amour, loin de la réalité d'aujourd'hui. Oui, alors ça, c'est déjà, premièrement, c'est un peu mon bain, c'est mes parents, en fait. C'est-à-dire que mes parents se sont connus très jeunes et sont toujours ensemble. Et je crois, pour les observer, qu'ils sont toujours plus amoureux chaque jour. Donc j'ai été un peu bercé moi dans cette image-là et moi-même je me suis rendu compte aussi que le plus grand érotisme était dans cette fidélité-là. C'est-à-dire que quand on aime sincèrement quelqu'un et qu'on vit des choses avec elle et qu'on lui reste fidèle, il n'y a pas plus érotique que cette situation-là, quoi. Et j'ai jamais compris comment. Très vite, j'avais compris qu'on mettait en avant la sexualité justement pour qu'on s'occupe pas d'autre chose, parce que le sexe c'est bien, mais bon, il y a d'autres choses à faire quand même dans la vie. Donc moi, c'est mon image et je pense que peut-être c'est comme une grande amitié, peut-être que ça concerne que les grandes âmes et celles qui veulent bien se battre pour ça, parce qu'aujourd'hui dans cette société des droits, on dirait qu'on a le droit à des amis, on a le droit à un amour, mais j'avais lu ça dans La Bruyère justement, il disait non, ce sont pas des droits, c'est des choses qu'on conquiert. Et moi, c'est ma vision, en tout cas, des belles amitiés et puis un amour, c'était ma vision. Que j'ai eu très longtemps et que j'ai découvert que récemment, parce que j'ai rencontré ma femme qu'il y a 4 ans, donc pendant plus de 15 ans, voilà, je préférais être seul que mal accompagné. Voilà. Anne France, bon, eh bien, c'est la représentation, vous l'avez dit, de la France tout court. On a dit qu'elle était donc bien évidemment française, on a dit qu'elle était catholique, mais alors elle est aussi, et même si le livre a été écrit et rédigé avant, elle est très gilet jaune, issue d'un milieu populaire, elle a conscience de la France déclassée, de cette France qui disparaît, que vous avez évoqué, qui disparaît sous nos pas. La France est un pays libéré, dites-vous, mais libéré de la pudeur, de l'honneur et de la grandeur. Ah oui, on s'est libéré de beaucoup de belles valeurs, quoi. C'est sûr. Je le constate par rapport parce que moi, j'ai ressenti des choses comme ça, même si je n'ai pas vécu, ou des fois à travers des films où je voyais cette classe populaire qui aimait la sobriété, qui fuyait. Je voyais dans des reportages de l'INA qu'on retrouve, des fois il y a des micro-trottoirs, et on voit, ne serait-ce qu'il y a encore 40 ans, les gens avaient tendance à fuir la caméra. Alors qu'aujourd'hui, en fait, il la recherche et il serait même prêt à payer pour être filmé, quoi. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment Pasolini, en fait, en parle très bien, là, non, je me rappelle plus le titre de son livre, mais justement, il parlait justement de cette, il disait que c'était les pires valeurs bourgeoises qui avaient infesté ce qui restait un peu de belles valeurs au sein du peuple. Et ça, oui, voilà. Anne France, en fait, en parle. Et effectivement, vous parliez des Gilets jaunes, mais Anne France pourrait être finalement la figure tutélaire, parce que Gilets jaunes, canal historique. C'est-à-dire la personne qui n'est jamais sortie de chez soi, qui a une petite entreprise ou qui a un petit salarié, qui n'est pas ni à la CGT ni ailleurs, mais qui sort vraiment... C'est l'esprit du 17 novembre, quoi. C'est-à-dire vraiment l'esprit fondateur de Gilets jaunes. Que moi j'ai connu après, parce que moi j'ai suivi tout ça de très près. Et effectivement, mais c'était en province, sur les ronds-points, et là, effectivement, ça faisait plaisir, parce que des visages qu'on croyait disparus ou qu'on voyait plus que dans les films d'Audiard, on voyait qu'il y avait encore, ça existait, quoi. Mais sauf qu'on les avait enterrés, et d'un coup, ils sont sortis comme des zombies, quoi. Pour les médias, hein, mais moi j'ai vu ça, des visages éclatants, quoi. Et effectivement, c'est tout à fait dans cet esprit-là, quoi. Alors on va même aller un peu plus loin, parce que si elle a un esprit gilet jaune, si elle est habitée de l'esprit du 17 novembre, pour reprendre vos considérations, c'est aussi, on pourrait quand même le dire, une militante nationaliste, nationale, patriote, je ne sais pas quel est le terme qui vous convient le mieux, au regard des références qui sont les siennes à travers l'ouvrage, de sa terrible et connaissance des communistes épurateurs de la libération, dont elle est la victime, de sa vision du grand remplacement dans sa ville, on la verrait bien voter Le Pen, Jean-Marie.
Oui, enfin, et pourquoi pas, mais en fait, c'est un peu comme moi aujourd'hui, c'est qu'en fait, on est défini quoi, négativement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous dites papa, maman, vous êtes homophobe. Parce qu'il faut dire parent 1, parent 2. Si vous ne voulez pas que ce soit des transsexuels déguisés en poulet de Bresse qui s'occupent de vos enfants en maternelle, mais vous préférez qu'on leur récite des fables de Jean de La Fontaine, vous êtes transphobe. Si vous pensez que l'immigration, 200 000 personnes, accueillir 200 000 Africains par an, c'est pas du tout raisonnable, vous êtes raciste. Donc en fait, elle est tout simplement française, quoi. Et moi aussi, je me sens juste français. Et après, il y a des aberrations qui sont aujourd'hui pas au pinacle et dans les grands médias et dans ces mentalités-là, qui nous font, nous, montrer comme autre chose qu'on est tout simplement comme français, autochtone. Voilà. Enfin, moi, je me sens comme un Indien dans sa réserve, quoi. Un Indien qui va mourir. Je sais pas. Alors derrière l'ouvrage, il y a des problématiques lourdes sur lesquelles vous portez un regard sombre. Vous dites, le vieux, il faut s'en débarrasser. Tout comme il faut se débarrasser d'un témoin gênant. Le vieux, il en sait trop. Il a une vue trop large sur le crime continu que constitue le progrès. Vous voilà mélancolique, romantique et anti-progrès. Non, c'est pas anti-progrès, c'est parce que c'est vrai que même moi, je suis quand même à une frontière, je suis né en 84, et quand j'avais, je me rappelle, 10-12 ans, j'étais dans une petite ville de Mâcon, il devait y avoir un seul kebab, il y avait encore des francs avec 50 francs, enfin, je pouvais faire plein de choses, et j'ai vu vraiment, en fait, les choses évoluer. Et c'est vrai que pour les nouvelles générations, elles sont habituées à ça. Et moi, j'entendais des fois, j'avais le père d'un ami qui disait, tu sais, au cinéma, avant, on prenait un ticket et on pouvait y retourner toute la journée. Bah, moi, je savais pas ça. Et aujourd'hui, on voit des grands complexes, au-delà du fait de ce qu'il y a à regarder, qui, pour moi, est assez inintéressant, mais avec des places à 12, 13 euros, enfin, je sais pas, quand vous avez une famille, et vous pouvez y aller qu'une fois et tout. Donc, c'est aussi des gens qui permettent de transmettre des choses, et c'est pas anti-progrès. C'est à un moment donné, quand il y a quelque chose qui va mal, c'est-à-dire quand vous êtes malade, vous voulez revenir à l'état de santé. Le fait de se soigner n'est pas réactionnaire, vous voyez, c'est pas être anti-progrès. Je pense que d'ailleurs quand on était, j'en parle justement à un moment donné, quand il y a eu l'invasion des Allemands donc en 39, les gens ils voulaient revenir avant, quoi. C'est-à-dire quand il n'y avait pas les Allemands, c'était des résistants, quoi. Après, le monde avance, hein, je veux dire, il y a des choses qu'on peut pas, voilà, tempus fugit. Est-ce que vous êtes de ce monde? Non. C'est dur d'être en 2019. Vous auriez aimé être où? À un moment où notre civilisation était capable de conserver ses anciens avec elle? Pensez que les mettre en EHPAD, en maison de retraite, c'est l'idée qu'on est en sortie de civilisation? Quand on en arrive là? C'est pas de moi, c'est d'Hassan II, je crois. Je pense que c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Après, les choses font que quand vous voyez le prix des loyers, quand vous voyez que vous payez 800 € de loyer pour vivre dans une seule pièce, etc., enfin, il y a des choses qui changent. Après, il peut y avoir un traitement plus comment dirais-je, humain. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est vraiment devenu aussi quelque chose de sordide. Extrêmement sordide ce qui se passe dans ces lieux-là. Après, j'ai eu ce côté un peu, mais de cette mélancolie stérile que des gens, un peu des nationalistes ont, de toujours revenir un peu, enfin d'être là. J'aurais aimé vivre à cette époque-là. Non, enfin moi j'ai arrêté de le penser et au contraire je me suis dit si t'es venu là, il y a peut-être une raison. Et moi je me vois comme une forme de passeur en tout cas. Je sais pas si notre génération à nous verra le salut de la France qui s'est endormi depuis longtemps. Mais moi, ce que j'ai envie, et d'ailleurs par rapport au public et aux lecteurs que j'ai, je le vois, parce que mes lecteurs sont très jeunes, et je reçois des messages de remerciements toutes les semaines, parce que je réveille des gens. Il y a quelqu'un qui m'a dit « tu m'as sorti du rap » grâce à la poésie, parce que sur Internet, je mettais des extraits de poèmes, etc. Donc voilà, passeur. J'aimerais de mon vivant voir la France qui se relève, mais peut-être que je suis juste quelqu'un qui va témoigner, voilà, et qui va passer. Et peut-être que je le verrai pas. Et avec la vision, un univers. Là encore une fois, ça marque les esprits. On n'est pas loin de Raspail, ce sentiment que bien évidemment il n'y a pas d'échappatoire. Je sais pas, moi j'en suis pas là. C'est une référence qui vous convient ou qui vous flatte ou vous n'avez pas de référence particulière? Moi ça me flatte, d'autant plus que Raspail a dit que le journal de la France était un chef-d'œuvre. Donc je pense qu'on a quelques accointances. Après, oui, je vois un peu ça, mais disons que
Je comprends. Après, dans une démarche, moi, j'ai d'abord une démarche artistique. C'est-à-dire que d'abord, j'aime écrire de la poésie, j'aime écrire des romans. Et c'est vrai que, vu que je veux pas fuir dans une idéologie, je suis obligé de décrire un peu ce que je vois. Mais je pense qu'il faut toujours garder l'espoir. Parce qu'en fait, ça, c'est quoi? Alors, on est dans une tour d'ivoire et puis on décrit une situation catastrophique. Pourtant, on écrit un livre qu'on vend quand même. Moi, j'aime pas trop ce rapport décadentiste. Il y a quand même des gens qui ont besoin que la situation aille mieux. Donc moi, je pense que il y a un homme politique célèbre qui aime à le répéter, c'est la vie commence toujours demain. Et c'est vrai que des fois, on est assez surpris parce que au bord du désespoir, il se passe quelque chose. On rencontre quelqu'un, il y a une main tendue. Et c'est vrai pour une personne. Et c'est d'autant plus vrai à l'échelle d'un pays où quand on a une vision d'histoire, on va dire une vraie vision de l'histoire, on sait que l'histoire n'est faite que d'imprévus. Donc c'est vrai que on a beaucoup de gens, surtout dans ce milieu-là, qui se font prophètes, etc. Bon, on ne sait pas ce qui peut arriver demain, le pire comme le meilleur. C'est juste que s'il y a des gens de bonne volonté et qui sont au charbon, par contre, c'est vrai que si on reste chez nous à pleurer, il ne se passera rien, quoi. Ça c'est sûr, quoi. On essayait, on est à la fin de cet entretien déjà, on essayait de voir comment Romain Guérin était façonné. J'ai utilisé le terme de mélancolie, de romantisme, ce caractère sombre, cette vision un peu à la Raspail, d'un pessimisme gai. Et puis d'un seul coup, j'apprends que en fait, le prochain ouvrage, ce ne sera pas un ouvrage, ça sera un album de chansons rock. Et là, je me dis, tout s'effondre, c'est un autre homme. Et quel est le vrai alors? Après, dans les chansons, ça sera aussi des mélodies un peu mélancoliques. Mais donc oui, après juste celui-là, donc qui est sorti, je le rappelle, donc il y a 15 jours, que je vous invite à vous procurer, puis qui marche déjà finalement bien pour de la poésie. D'habitude, c'est moi qui fais la pub du livre, mais je vous laisse le faire. Ouais. Vous le faites bien mieux que moi, c'est le vôtre. C'est votre enfant. Non, mais j'y tiens particulièrement parce qu'en fait, parce que vendre de la poésie, c'est pas facile. Voilà, on va dire les choses déjà, comme ça. Déjà, c'est pas facile, et en plus, c'est mon premier amour. Après, je suis venu à la prose après, donc j'en suis très fier que ne serait-ce que ça existe, parce que c'est déjà, ça a été tellement de travail que voilà. Mais en tout cas pour le rock, pour le rock, oui, parce que il y a un fond de mélancolie, peut-être de tristesse, etc. Mais après, moi, je suis quelqu'un de très. Vous rendrez compte que ce jeune qui vous a dit, tu m'as fait quitter le rap pour la poésie, vous allez lui dire avec la poésie, retourne au rock. Surprise. Non, c'est pour élargir juste. Voilà, je pense qu'on peut faire un peu. On peut sans toucher à tout. Moi, c'était quand j'étais ado, quoi, j'aimais bien ça. J'aimais bien trouver des accords qui sonnent. Je pense qu'on peut faire passer des choses par la chanson qu'on peut pas par la littérature. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, pourquoi je poursuis ce projet de chanson, c'est parce que peut-être il y a des gens qui, par la chanson, viendront par plus mes œuvres littéraires. Parce que de toute façon, je suis passé par là, mais je suis pas un troubadour qui aime sortir le soir, faire des concerts dans des endroits sombres. Donc c'est pour ça qu'il y avait une limite à cette activité-là. Je me retrouve beaucoup plus à être dans ma chambre, lumière tamisée, chant grégorien, et à écrire quelque chose. C'est ça que j'aime vraiment faire. Et c'est, je pense, là où je suis le meilleur. Mais ça n'empêche pas de faire, je pense. Non, il faut... Anne-France aime aussi les chants grégoriens. C'est un hasard. C'est un hasard. Écoutez, je vous invite à lire véritablement le journal d'Anne-France. Vous savez, je fais toujours attention à ne pas vous dire faites acheter ce livre. Ben là, je vous le dis, achetez ce livre. Il est en vente sur le site de TV Liberté. Vous voyez, c'est moi qui fais la pub. Et vous ne serez pas déçus parce que ce n'est pas une œuvre idéologique. J'entends par là, parce qu'on a beaucoup parlé de politique, d'idéologie. Ça n'est pas, c'est une œuvre littéraire et dont l'écriture est particulièrement remarquable. Moi, j'ai adoré ce livre et c'est pour ça que je voulais vous dire en exergue de mon propos que j'avais eu tort de le mettre de côté. Il faut lire aussi les romans et pas seulement les essais. Merci beaucoup, Romain Guérin. Et puis on vous attend pour un concert, donc cette fois-ci. Pourquoi pas si j'y suis invité. Oh là, on n'hésitera pas. Merci à vous. Merci à vous.